Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une capsule spéciale de Brochu en direct avec Monsieur Thibault Gibelin en direct de Budapest. Monsieur Gibelin va venir nous parler de la rencontre que Viktor Orban a eue hier avec le président Macron. Et par la suite, on a quelques questions, moi et Jean-Claude Pomerleau, à approfondir avec Monsieur Gibelin. Et ensuite, on va terminer ça avec une analyse avec le capitaine Place et Jean-Claude Pomerleau. Alors, sans plus tarder, en direct de Budapest, Monsieur Gibelin. Monsieur Gibelin, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Monsieur Gibelin, hier, c'est passé une rencontre préparatoire pour une rencontre qui a lieu, je crois, le 23 mars, concernant l'OTAN et l'Union européenne. On a des choses à comprendre de ça. Vous êtes directement dans le feu de l'action. Alors, dites-nous qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Oui, alors cette réunion que vous évoquez, dans une dizaine de jours, c'est un sommet européen, un conseil de l'UE, c'est-à-dire la réunion des chefs de gouvernement ou des présidents de tous les États membres. C'est l'instance la plus intéressante de l'Union européenne. Vous avez le Parlement européen qui représente les intérêts des peuples. Vous avez la Commission qui est la garante de l'acquis communautaire, la tour de contrôle, et puis vous avez le Conseil de l'UE qui est le co-législateur aux côtés du Parlement. En fait, c'est l'équivalent d'un Sénat d'empire avec les principaux éléments constitutifs de cette Union européenne, c'est-à-dire les États membres. Et il s'agit bien de faire valoir les intérêts des États. C'est dans cet ordre de choses que l'Union européenne est encore une organisation interétatique. Ce qui s'est passé hier, c'est que le lundi 13 mars, Viktor Orban s'est rendu à l'Élysée pour un dîner d'affaires avec Emmanuel Macron à huis clos. Donc, on connaît la liste des sujets qui ont été débattus. Et bien sûr que d'autres sujets ont été évoqués sous la table. Mais l'important, c'est que Emmanuel Macron est un des pivots de l'Union européenne, puisque la France est un des pays majeurs, et que géopolitiquement, c'est c'est l'un des moins insignifiants des pays, le moins insignifiant des pays de l'UE. Et Viktor Orban est le seul à faire valoir une position nationale alternative qui pourrait être une vision européenne alternative. Et donc, ce qui est en jeu, ce qui est en question, c'est d'accommoder ces deux tendances nationales, d'accommoder ces deux options et d'arriver à un consensus européen, puisque c'est exactement ça l'objet de ces conseils européens. Et là, on sent que Orban, effectivement, est le porte-parole de cette Europe des nations qu'on veut bâtir. Là, et expliquez-nous maintenant qu'est-ce qu'on doit retenir là. Qu'est-ce qu'Orban a pu aller apprendre de Macron et vice-versa? C'était quoi le but de l'exercice? Il y a deux sujets sur lesquels les relations franco-hongroises sont constructives et véritablement ouvertes avec de larges perspectives. D'une part, c'est l'énergie nucléaire. La France est la tête de file des puissances nucléaires dans l'UE, notamment face à l'Allemagne après son virage écologiste. Et la Hongrie appuie de façon très loyale les positions françaises, parce que c'est la seule façon pour elle de développer son industrie nucléaire. La Hongrie a une centrale nucléaire au sud de Budapest sur le Danube, qui s'appelle Paks, qui est héritée de l'époque socialiste. Et c'est l'industrie nucléaire russe qui est avec Rosatom, qui est à la manœuvre. Et on va construire un deuxième réacteur à cette centrale nucléaire, et c'est toujours les Russes qui sont les partenaires. Alors, ça fait beaucoup crisser, du coup, des dents, puisque s'ajoute à l'hostilité envers le nucléaire d'une partie des élites européennes, l'hostilité radicale envers la Russie. La stratégie hongroise, c'est de proposer quelque chose à la France, de lui offrir quelque chose. En l'occurrence, que Framatome, donc une structure largement française, mais aussi qui intègre des éléments allemands,
que cette structure ait un rôle Apache et donc qu'elle ait des bénéfices et un rôle conséquent, sans exclure pour autant les Russes. Voilà un des éléments du dossier. Et c'est une forme de réciprocité, puisque la France, elle, jouit du bénéfice hongrois pour les affaires nucléaires. L'autre aspect par lequel les deux pays s'entendent bien, c'est la question de l'industrie de défense. L'industrie de défense, tout le monde achète des armes et en produit, et la France est extrêmement productive. Les chiffres que j'ai vus récemment sont éloquents. La France a vendu plus 44% d'armes, a exporté plus de 44% d'armes dans la période 2018-2022 que dans la période 2013-2017. Et la Hongrie entend s'accommoder de ce partenariat français pour équilibrer les apports par rapport à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a aussi une industrie de défense de plus en plus dynamique, et évidemment avec les Américains qui sont les pourvoyeurs les plus importants. C'est 40% des ventes d'armes mondiales, alors que la France est à 11%. Voilà les deux éléments sur lesquels la France et la Hongrie, du coup, ont pu s'entendre. Et après, là, c'est des choses qui ont moins filtré, donc on est un peu plus quand même sur des conjectures, mais c'est évidemment la question de l'Ukraine. C'est comment interagir collectivement pour limiter les dégâts. Voilà. Et les deux chefs d'État se sont entendus pour plaider pour la paix. Simplement, pour Viktor Orban, il s'agit d'une paix blanche, pour simplement arrêter les combats, considérant qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur à cette guerre. Alors que pour Macron, il y a une forme de lobbyisme à l'endroit de la Hongrie pour essayer de la rallier. Donc, il faut une paix qui soit victorieuse de toute façon. Voilà. Et que, de ce fait, il faut être en mesure de renforcer l'effort de guerre en Ukraine. Or, la Hongrie, ça c'est quelque chose que vos auditeurs savent sans doute, c'est le seul pays de l'UE qui n'a pas livré d'armes, qui se refuse à être co-belligérant, qui se contente d'une aide humanitaire et qui, par solidarité européenne, par loyauté d'esprit de corps, a voté les paquets de sanctions en négociant que les hydrocarbures n'y soient pas inclus. Et maintenant, vous parliez aussi là, de l'influence américaine en Allemagne. Maintenant, parlons de l'OTAN, qui est un des instruments des Américains d'influence, qui, on le voit en ce moment, a du plomb dans l'aile. On a appris il y a quelques jours qu'il y a eu du mouvement du côté de la direction militaire du côté de la Hongrie. Certains ont été limogés, d'autres récompensés. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ce mouvement-là à l'intérieur de la Hongrie et par la suite, bien sûr, nous expliquer la dynamique de l'OTAN en ce moment puis le rôle que peut jouer M. Orban dans tout ça, là, parce que c'est en train de brasser énormément. On sent qu'il y a des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines et Orban représente à mon avis, dans les pays de l'Est, vraiment, il dégage une stabilité ou une neutralité que on va tranquillement se virer vers lui, là, parce que moi, je sens que ce monsieur-là, en tout cas, il détonne sur la paix, entre autres, que la Chine aussi essaie de travailler. On va en parler un petit peu tantôt, mais parlez-nous un peu des mouvements là, de ce qui s'est passé en Hongrie. Eh bien, il en va de l'OTAN comme de l'Union européenne aux yeux de la Hongrie. Ce sont des constructions supranationales qui doivent servir les intérêts de leurs membres. Donc, l'Union européenne, il la définit comme De Gaulle et Adenauer l'entendaient, avec une entente entre des nations souveraines pour défendre leur havre commun, pour défendre cette paix, cette Europe qui est le cadre civilisationnel des nations d'Europe. Pour l'OTAN, il s'agit d'une alliance militaire défensive et elle a pour but d'assurer la défense de ses membres. Elle n'a pas pour but, par exemple, d'être l'outil de l'intérêt supranational américain. Et donc, la Hongrie s'en tient aux principes, même si personne n'est dupe, les principes ont été quand même détournés ou dévoyés depuis longtemps. Cependant, rien n'empêche d'entendre les principes, de les prendre au pied de la lettre
et de les appliquer pour soi. Et c'est un peu ce qui s'est passé au mois de janvier dernier. Il y a eu des centaines d'officiers hongrois, et des officiers supérieurs également, qui ont été mis à la retraite anticipée. Ils ont été mis à la retraite anticipée. Alors là aussi, on se perd en conjecture. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des cercles militaires, on y voit des carrières brisées, ou des éléments, des querelles de personnes, des choses qui en fait n'entrent pas dans un grand achalandage politique. Et puis quand on voit les choses de beaucoup plus loin, on est quand même fatalement intéressé à la conséquence internationale de cette petite révolution à l'intérieur de l'armée hongroise. Et en effet, il s'agit pour Viktor Orban de pouvoir compter sur tout le monde dans une période extrêmement difficile. C'est vrai que la Hongrie est entrée au début du XXIe siècle dans l'OTAN, elle est rentrée dans l'UE, et de nombreux officiers ont fait leurs armes dans un cadre très otanien. Et il s'agit de toujours faire prévaloir la loyauté à la nation avant des logiques supranationales aussi séduisantes soient-elles. Voilà, donc l'industrie de défense en Hongrie est très active. La question militaire est centrale parce que qui veut la paix prépare la guerre. Et la question de la loyauté de l'armée a, semble-t-il, été réglée par ces ajustements en ressources humaines. Il n'y a pas eu de thèse officielle, il n'y a pas eu comme la République française s'en était fait, comment dire, l'auteur, un scandale des fiches, comme il y a eu au XIXe siècle en France, où la République avait purgé les officiers monarchistes en grand nombre parce qu'ils étaient monarchistes. En l'occurrence, il n'y a pas ce profil, ce portrait robot de l'officier hongrois qui a été mis à la retraite anticipée. C'est un peu plus complexe. Voilà. Et tantôt, vous faisiez un petit parallèle avec De Gaulle. Et avant de faire intervenir Jean-Claude pour terminer cet entretien, en quoi Orban peut s'inspirer du travail de Gaulle? Parce qu'on sait que De Gaulle a combattu, a été le porte-parole des États non alignés. Donc, vous, comme Français qui connaissez bien votre histoire, donc vous êtes à même de comprendre tous les défis qu'Orban doit relever en ce moment face aux intérêts américains qui prennent beaucoup de place. Donc, pouvez-vous quelques instants nous faire un topo de ça, s'il vous plaît? Oui, la première remarque que doit faire un Français qui est né dans le monde mondialisé et américanisé post-chute du mur de Berlin, c'est que De Gaulle a échoué. Charles de Gaulle a eu une dizaine d'années aux affaires quand il est revenu à la faveur de la crise algérienne. Et finalement, le mai 68 lui a coupé l'herbe sous les pieds. Et les influences, l'intérêt anglo-saxon, ce fameux ami américain, il était fait un livre d'ailleurs à propos de Charles de Gaulle, de Charles de Gaulle. Exactement, le voici. Éric Branca avait très bien souligné que l'hostilité américaine avait finalement été un des ingrédients de l'échec de Gaulle. La leçon pour Viktor Orban, c'est donc de ne pas retomber dans les mêmes pièges. Alors, on n'est pas dans la même situation, puisque la capacité de séduction du modèle américain dans les années 1960 était absolument colossale. On était vraiment à l'apogée de l'American Way of Life sous sa forme la plus séduisante. Aujourd'hui, ce qui a manqué notamment à Charles de Gaulle, c'est qu'il a dû faire des compromis très importants avec les communistes, et notamment leur donner une part des institutions, l'éducation nationale, ce qui fait que l'évolution de la société française a été quand même marquée par ce que sont devenus les communistes, c'est-à-dire des gauchistes, et cette évolution a contribué à ce basculement de la jeunesse, de l'opinion publique. Donc Viktor Orban, à ce titre, essaie de monter des institutions, de développer des institutions et de donner des perspectives à la jeunesse pour qu'elle ne trouve pas dans ce qui est le système actuel, en fait la version actuelle de la séduction américaine, dans le wokisme, pour qu'elle ne trouve pas une impasse, si je puis dire. Voilà. Alors ensuite, en revanche, Charles de Gaulle a été évidemment
un succès pendant ces 10 années pour la France sur le plan de la politique intérieure, où il a réussi à développer l'autonomie française, notamment sur le plan de l'énergie nucléaire. Et donc, de ce point de vue-là, les politiques publiques en Hongrie s'en ressentent. Hein. Il y a quelque chose de gaulien dans la volonté de doter le pays, notamment d'une puissance nucléaire autonome. Voilà. Et par contre, aussi, qu'est-ce qui joue? C'est la montée des BRICS on le voit dans la réunion qu'il y a eu avec Macron, ça semble inquiéter beaucoup. Les gens semblent être inquiétés. Est-ce que Orban, on sait que l'Allemagne aussi a des liens, garde des liens serrés avec la Chine, qui semble vouloir en ce moment là créer un mur de paix. Mais je vais faire intervenir Jean-Claude. Jean-Claude? Oui, je suis Donc, là. pour terminer l'entrevue, tu avais des choses, des points à apporter. J'aimerais que... Salut Jean-Claude. Salut, eh bien, bonjour M. Gibelin. Écoutez, c'est très intéressant. Vous avez parlé de le changement à l'état-major de l'armée hongroise et puis en lien avec une loyauté aux intérêts de l'État hongrois. Et que le fait que ces gens-là étaient formés, cadrés par l'OTAN, pouvait poser un problème au niveau de la loyauté. Et donc, en lien avec ça, j'ai lu une déclaration, je pense que c'est le président de la Hongrie, mais c'est la position officielle de la Hongrie, à savoir que le problème de l'architecture de sécurité en Europe pouvait juste se régler si on écartait de l'équation les Américains. Et est-ce que tout ce changement-là à l'état-major de l'armée pour établir une loyauté aux intérêts de l'État hongrois, est-ce que c'est en lien avec cette position-là? Ce qui veut dire que la position de la Hongrie à l'effet que les Américains doivent être écartés de l'équation pour rétablir l'architecture de sécurité en Europe, est-ce que ça va être une position qui va être maintenue ou est-ce que dans le dîner préparatoire pour la réunion du 23, est-ce que c'est ça qui jouait? Est-ce qu'on a essayé de cadrer M. Orban pour l'amener à changer de posture par rapport à ça? Parce que c'est important de ce qui se joue. On comprend? Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, comme c'était un dîner à huis clos, on ne peut pas avoir que des conjectures. Je dirais que l'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN peut être analysée de la même manière que l'obtention de la paix en Ukraine. Tout le monde, Viktor Orban n'est pas officiellement opposé à cette extension de l'OTAN. Simplement, pour lui, il s'agit de le faire dans l'intérêt de la Hongrie, c'est-à-dire de construire une architecture de défense sur le continent européen qui soit aussi complète que possible. Et si jamais il y a une très longue frontière commune entre la Finlande et la Russie, ça découragerait la Russie d'avoir des velléités expansionnistes parce qu'elle aurait un front de l'OTAN sur des centaines de kilomètres, ce serait très inconfortable. En revanche, ce n'est pas du tout l'intérêt de la Hongrie de provoquer la Russie. Or là, on est précisément dans un moment de la guerre en Ukraine qui est encore indécis. Donc, les bellicistes occidentaux estiment que si on intègre la Finlande, le jour d'après, on peut commencer à avoir des opérations de déstabilisation, à essayer d'aggraver le conflit pour en fait pousser la Russie à bout. Donc, c'est évidemment tout à fait une autre vision des choses. Pour l'OTAN, je reviens sur ce que j'évoquais globalement pour les Hongrois, c'est un outil au service de la Hongrie. C'est-à-dire que c'est l'union de défense de l'Europe centrale et par extension aussi de l'Europe occidentale. Bon, le problème, c'est que s'il y a une présence américaine qui subsume cette union, s'il y a un intérêt outre-Atlantique qui prévaut sur les intérêts européens, alors cette union militaire ne peut pas avoir de caractère propre, ne peut pas avoir de colonne vertébrale européenne, dans la mesure où la tête est américaine. Donc, en effet, et ça c'est un autre discours de Viktor Orban, en fait il a fait un discours sur l'état de la nation, c'est un discours annuel qu'il fait au mois de février, et puis un peu après il a fait un discours de politique générale au Parlement de Hongrie.
Et donc, dans ce discours-là, il est allé un petit peu plus loin que dans le discours sur l'état de la nation. Et il a notamment indiqué en effet que la défense, l'architecture de défense en Europe, elle peut inclure la Finlande et la Suède, mais à terme, le leadership américain pose problème. Et il a aussi ajouté que pour la Hongrie, on est dans une époque extrêmement pénible sur le plan économique et énergétique. Donc, la Hongrie s'accorde avec la Serbie pour surveiller de manière très diligente les gazoducs qui approvisionnent la Hongrie via la Turquie, pour qu'il n'arrive pas la même chose qu'à Nord Stream. Donc là, clairement, le fait que ce sont des acteurs non européens qui ont dynamité Nord Stream est mis sur la table. Il faut bien faire la part des choses simplement entre ce que la Hongrie peut dire et peut faire compte tenu de sa taille critique, et puis la lucidité qu'on a sur des enjeux internationaux et l'intérêt objectif, c'est sûr, l'intérêt objectif pour la Hongrie de détacher la politique européenne de défense de la politique américaine de défense. Parce que comme ce sont deux continents, ce sont deux entités géopolitiques qui n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes priorités, qui ne connaissent pas les mêmes enjeux. Et donc, revenir sur quelque chose de purement européen serait un gage de performance, d'efficacité, de crédibilité de cette union de défense. Jean-Claude, pour terminer. Oui, bon, mais c'est ça. Il y a une divergence, donc, quand on voit apparaître deux OTAN. Une OTAN européenne, en fonction des intérêts des États, les nations, et l'OTAN américaine. Et la position de la Hongrie tend vers, objectivement, vers la position russe, c'est-à-dire que les Russes, dans ce conflit-là, d'après moi, vont aller jusqu'au bout pour faire éclater cette différence-là et puis écarter les Américains de l'équation. Et donc, la position de la Hongrie, très difficile. On comprend qu'il va y avoir des pressions énormes le 23 mars lors de cette rencontre-là. Est-ce que, M. Gibelin, la Hongrie peut tenir cette position-là jusqu'au bout? Alors, d'abord, j'ai une petite divergence avec vous. Il ne me semble pas que la position hongroise et la position russe soient les mêmes, précisément parce que la Russie, elle aussi, obéit à sa propre logique d'intérêt. Et le continent européen n'est jamais aussi faible que quand il est soumis à plusieurs influences à la fois. La présence américaine, c'est un gage de politique erratique et aberrante du point de vue des intérêts européens. Donc, la Russie peut y manœuvrer plus confortablement. On parlait de l'Allemagne qui ne veut pas rompre avec la Chine. Mais précisément, elle ne veut pas rompre avec la Chine sur des points où elle ne veut pas s'en donner les moyens. C'est-à-dire que quand le port de Hambourg est cédé à la Chine, ce n'est pas une victoire de la multipolarité. C'est une victoire de l'intérêt impérial chinois dans l'un des plus grands ports européens. Quand la position américaine et la position chinoise et la position russe peuvent s'accorder, ce sera sur un seul point, c'est pour maintenir une Europe faible. Et cette Europe faible-là, évidemment qu'elle est nuisible aux intérêts bien compris des Hongrois comme des autres nations de l'Europe. Mais oui, juste pour terminer, c'est que j'ai l'impression que ce qui servirait le mieux les intérêts de la Russie, c'est que les États européens reprennent une posture souverainiste et donc prendre une distance par rapport aux intérêts américains pour se mettre au service des intérêts de leur propre population. C'est une impression que j'ai, et puis que donc pousser le bras de fer de la Russie aurait pour conséquence de libérer ces États européens-là de la vassalisation par rapport aux Anglo-Saxons, à l'Amérique. C'est une impression que j'ai. Alors, c'est un point de vue que je comprends tout à fait. Non, je voudrais simplement souligner que
toute vision qui est binaire peut être parfois une simplification abusive. Et donc, quand on parle de réveil d'État-nation, malheureusement, le réveil de l'État-nation polonais est une réalité criante depuis quelques années, mais c'est un réveil d'État-nation qui est arc-bouté sur sa tradition nationale la plus, je dirais, substantielle, qui est l'opposition absolue envers la Russie, opposition, je dirais, irrationnelle, passionnelle. Donc, réveil des États-nations, oui, tant que ça sert les divisions internes des Européens. Et ce qui est pas du tout apprécié chez Orban par certaines élites américaines, c'est précisément que, tout en défendant l'intérêt national hongrois, il se refuse à l'irrédentisme qui léserait les voisins de la Hongrie. Il se refuse à une rhétorique anti-allemande qui, avec des raccourcis pour assimiler la puissance allemande d'aujourd'hui à des puissances allemandes d'hier. Il essaie de jouer sur une pacification des rapports en Europe et de ne pas faire du redressement national une position anti-européenne. Et là, malheureusement, vous parliez du cas polonais, qui est en effet un allié crucial de la Hongrie à bien des égards. Malheureusement, la Pologne, elle, en revenant à davantage de marge de manœuvre nationale, retrouve des habitudes ou des tendances qui visent à se mettre à dos à la fois les Russes qu'ils ont comme voisins d'un côté et les Allemands qu'ils ont d'un autre, en pariant sur une puissance lointaine. Simplement, jamais on est mort pour Danzig, ni au XVIIIe siècle, quand Louis XV n'a pas pu en fait soutenir Stanislas, ni au XVIIIe siècle, quand la Pologne a été partagée, ni au XIXe siècle, quand elle attendait le secours de la France, ni évidemment au XXe. Donc, cette position hongroise, je crois qu'elle est frappée au coin du bon sens, mais elle a la vie dure. Et là, je vais essayer de répondre de façon terminale à votre question. Est-ce qu'on peut tordre le bras à Viktor Orban? Bien sûr. C'est-à-dire qu'Orban n'est pas un bois mort qui soit résiste, soit casse. Il sait être roseau et donc notamment faire payer des concessions sur un certain registre en obtenant des gains sur un autre. Et en l'occurrence, ça peut être une coopération renforcée sur le plan du nucléaire et des garanties pour la centrale nucléaire de Pach. Ça peut être la construction, même sous, je dirais, imports étrangers, d'une industrie de défense qui progressivement s'en émancipera. Voilà, le cas de ces petites nations d'Europe centrale, c'est savoir gagner du temps et survivre. Et à cet exercice-là est véritablement doué. Merci Jean-Claude. Alors, c'était... Oui, vas-y, Jean-Claude, pour terminer. C'est ça. Mais je faisais la nuance en Pologne entre la posture souverainiste puis la posture nationaliste. Parce que la posture souverainiste voudrait qu'ils aient une politique de leur géographie et la politique nationaliste en fait des instruments finalement des globalistes anglo-saxons dans ce bras de fer-là avec l'Eurasie, en fait la Russie, mais qui est l'Eurasie. Alors je voulais juste dire ça en terminant. Hey, merci beaucoup, M. Gibelin. C'était tellement intéressant. Oui. Merci Jean-Claude. Alors, M. Gibelin, pour effectivement terminer, on va surveiller le 23 mars sûrement ensemble. Puis merci d'avoir accepté au nom des Québécois et de Radio Infocité de nous avoir bien éclairé sur la Hongrie qu'on suit, nous, particulièrement au Québec, parce que ça représente pour nous un cri de souveraineté dans des situations parfois délicates, un peu comme on se retrouve ici au Québec. Merci, M. Gibelin. Moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Alors, c'était Thibault Gibelin en direct de Budapest. Maintenant, pour terminer l'émission, Capitaine Place, vous avez été attentif à ça. Qu'est-ce que vous avez à rajouter là-dessus pour compléter cette entrevue? Il faut d'abord que je précise une chose, c'est que tout ce que je fais actuellement, d'abord il faut que je salue les auditeurs et Jean-Claude Pomerleau qui nous écoute.
Mais tout ce que je fais depuis des mois et des mois avec Radio Infocité, avec toi, avec Jean-Claude, avec tous nos intervenants, c'est en fait d'essayer de conjurer le sort. C'est-à-dire que je vois arriver une situation qui est très inquiétante, qui inquiète tout le monde. Hein. Les gens qui ne s'inquiètent pas sont peut-être inconscients. Parce que le combat qui est engagé est un combat titanesque de gens qui veulent, je l'ai déjà dit, sauver leur rente coloniale. Cette rente coloniale, elle est adossée à l'hégémonie du dollar. Or, l'hégémonie du dollar est remise en question. C'est-à-dire que, bien sûr que ici en Europe, on a des intérêts européens. Mais le problème, c'est que, enfin, la problématique est beaucoup plus vaste. La problématique, c'est une problématique qui concerne la mondialisation et qui concerne la mondialisation et l'opposition à la mondialisation, c'est-à-dire la volonté d'un certain nombre de peuples souverains de s'émanciper de l'hégémonie du dollar et donc de l'hégémonie mondialiste, en fait, hein, du globalitarisme, que j'appelle le totalitarisme global, le globalitarisme, qui passe hein, par l'hégémonie de la devise américaine. Et c'est ça l'enjeu, le problème. Le problème, c'est que les 750 milliardaires, dont 60 dirigent le monde, et puis qui sont entourés d'une garde prétorienne d'environ 3000 personnes, donc une toute petite élite, avec effectivement, c'est vrai, des gens qui servent leurs intérêts. L'OTAN, par exemple, il est clair que l'OTAN, jusqu'à présent, a été non pas un instrument de sécurité et de défense, mais tout ce qui nous arrive vient du fait que, justement, l'OTAN est le bras armé des encaisseurs mafieux, c'est la batte de baseball des encaisseurs mafieux du saloon de Wall Street. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là partout. Ils ont semé le chaos partout. On l'a vu au Moyen-Orient, mais on l'a vu partout. Voilà, en tout, les États-Unis ont connu 39 années de paix dans leur existence. Le reste du temps, ils ont fait la guerre à tout le monde. Donc je pense qu'on est exactement dans cette situation, c'est-à-dire qu'on s'imagine encore que l'OTAN c'est la sécurité et que l'Europe c'est la paix. Non, pour l'instant, on voit que l'Europe c'est l'épée, pas la paix, c'est l'épée, et parce qu'elle est vassalisée effectivement, et on voit que si on donne des armes à l'Ukraine, pourquoi faire? Pour être en position de force dans une négociation. On ne va pas négocier si on entretient le feu. Je veux dire, on n'éteint pas l'incendie avec un lance-flamme. Or, c'est ce qu'on fait actuellement. On prétend éteindre l'incendie avec un lance-flamme. Alors, effectivement, si on a tout brûlé, effectivement, le feu va s'arrêter. S'il n'y avait plus rien à cramer, c'est sûr, le feu va s'arrêter. Capitaine, oui. Et grâce à vous, on a un regard particulier là-dessus en Hongrie, quelqu'un qui peut nous éclairer sur un des seuls qui, à mon avis, est le plus accroché au réel. Oui, ça c'est clair. Donc, c'est clair. Dans le monde francophone, notre travail en ce moment est important parce qu'on est un des rares là, à pouvoir présenter cette information privilégiée-là. On peut rendre hommage à Viktor Orban pour justement pour donner l'exemple du souverainisme à l'ensemble de l'Europe. Et nous dire, Viktor Orban nous dit, c'est possible. On peut s'émanciper. C'est possible. Le problème, c'est est-ce que les autres chefs d'État ont la stature, la lucidité, la volonté, l'indépendance de Viktor Orban. La première caractéristique, pour moi, évidente de Viktor Orban, c'est qu'il est intègre et qu'il n'a pas de casserole, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu. Voilà. Il ne pourrait pas se permettre de faire ce qu'il fait s'il était tenu. Or, nos chefs d'État à nous, ils sont tenus, ou alors ils sont incompétents, ou ils sont... faut le dire, hein, je veux dire... je ne dirais pas, par exemple, que M. Macron est incompétent, mais qu'il soit tenu, c'est pas évident. Hein. Enfin, même s'il ne l'est pas, il a clairement choisi son camp, et ce n'est pas le camp, pour moi, ce n'est pas le camp des Français. Je veux dire, quand on détruit l'outil d'indépendance énergétique de la France, comme il l'a fait avec EDF.
EDF, avec Alstom, etc. Voilà, on ne sert pas les intérêts ni de la France ni du peuple français. Donc, oui. je reviens quand même sur ce que j'ai dit au tout début. Tout ce que je fais ici, c'est d'essayer de conjurer le sort. C'est-à-dire que je vois arriver une situation qui peut dégénérer à tout moment. Et en fait, chaque fois que je dis quelque chose, j'espère que parce que je l'ai dit, la chose ne va pas se produire. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, il y a un vrai risque avec une stratégie de rupture, puisque il n'est pas possible contre la Russie de gagner sur le plan conventionnel, et que donc on a un vrai risque d'utiliser des armes non conventionnelles, et le seul domaine dans lequel les Américains sont en avance, c'est l'arme biologique, eh bien je dis ça précisément pour dénoncer la chose et pour faire en sorte que la prise de conscience qui en résulterait nous évite le pire. Et donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir tort. Et qui mieux placé? Oui, et qui mieux placé que Radio Infocité? On a Erwan sur le terrain, on a des contacts privilégiés un peu partout pour connaître la situation. Et l'entretien qu'on a eu avec M. Gibelin aujourd'hui est très éclairant pour nous et unique dans le monde francophone. Je n'ai pas vu beaucoup. Oui, alors merci, capitaine. C'est Thibault qu'il faut remercier. Il a une analyse bien sûr, tout à fait pertinente, mais il a une analyse tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vois, et c'est caractéristique de Thibault, il est pragmatique, ça c'est bien, il est pragmatique, tout comme Orban, et il joue avec les cartes dont il dispose. Orban joue avec les cartes dont il dispose. D'ailleurs, le livre qui a été écrit par Thibault, c'est Pourquoi Orban joue et gagne. Donc il joue avec les cartes dont il dispose. Malheureusement, je crains que l'Europe n'ait plus beaucoup de cartes dans son jeu. C'est ça le problème, c'est que on joue avec les cartes dont on dispose, on joue pas forcément bien, mais bon, Orban lui joue bien, et c'est malheureusement le seul dirigeant européen qui joue et gagne. Et Jean-Claude voulait juste intervenir pour terminer. Jean-Claude? Oui, ok, donc il y a peut-être des endroits où on peut accrocher de l'espoir, Capitaine Place. Il y a une fracture à l'intérieur même de l'État américain sur la conduite de cette guerre-là. J'espère, oui. Oui, le recadrage de la Rand Corporation de janvier semble être effectif. Et puis, on a eu au Sénat le comité sur la sécurité, là où les 17 agences de renseignement viennent. Et le témoignage qui a été livré, c'était à l'effet que, premièrement, la Russie n'a pas attaqué avec une volonté d'étendre son empire. Elle a perçu une menace existentielle. C'est le premier point. Et le deuxième point qu'ils ont fait, c'est que la Russie n'avait aucune intention de s'étendre par rapport à ce conflit-là. Donc, ça, c'est et qu'il y avait une menace nucléaire si on continuait dans cette direction-là. Donc, il posait les paramètres pour une négociation et il sapait à la base le narratif qu'on nous fait depuis le début sur un dictateur qui veut conquérir le monde, etc. Alors donc, ça, c'est très important. Je pense que ça coûte pas cher aux Américains. Ils ont déjà gagné la guerre, ils ont fait sauter le Nord Stream. Donc ça, c'était le paiement des Anglais, parce que c'est pas du tout les Américains qui ont fait sauter le Nord Stream. Les Anglais ont fait sauter le Nord Stream, c'est pas la peine de nous raconter des conneries, il y a qui sont les seuls qui ont l'expertise pour le faire, et évidemment, comme d'habitude, ils ont tiré leur épingle du jeu. On sait très bien que Mme Trousse a envoyé un SMS tout de suite après l'explosion pour dire c'est fait à M. Biden. Donc c'est clair, les Américains ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont besoin de vendre leur gaz de schiste, ils ont obtenu, c'est clair, c'est à eux que le crime profite, c'est pas eux qui ont fait le truc. Mais pourquoi? Parce que les Anglais avaient besoin d'acheter les Américains. Les Américains, ils veulent une guerre en Asie-Pacifique et les Anglais n'en veulent pas. Les Anglais ne veulent pas d'une guerre en Asie-Pacifique. Ils sont pieds et poings liés depuis que les capitaux chinois ont sauvé la HSBC qui leur a servi, qui a servi aux Anglais à faire la mondialisation.
Donc clairement, et c'est là qu'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la mondialisation, c'est le poursuivre dans le système de pillage de l'économie réelle par la gouvernance mondiale. Donc, en plus, là, il y a un phénomène qui vient de se produire, hein, c'est l'effondrement de la SVB, la Silicon Valley Bank, qui a provoqué, qui aurait dû, alors je ne sais pas comment ça va se régler, il semblerait qu'il y ait encore une fois de plus une injection de liquidité complètement artificielle. Là-dessus, capitaine, oui, là-dessus, Jean-Claude peut préciser. Jean-Claude. Oui, attends, je termine. Donc ça veut dire que dans la course qui est engagée, qui est une course contre la montre, où clairement la Russie, la Chine et l'Inde veulent se débarrasser de l'hégémonie du dollar. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, il n'y en a pas d'autre. Et donc, dans cette course qui est engagée, si la gouvernance mondiale veut continuer à bénéficier de ce levier qui était donc la suprématie du dollar dans les échanges internationaux, eh bien, ils ne peuvent pas perdre ce conflit, laisser les Russes gagner. Ils ne peuvent plus maintenant. Donc, en fait, les Américains ne voulaient pas d'un conflit avec la Russie. Hein. Ils voulaient régler. Mais effectivement, on ne peut pas faire la guerre à la Chine sans avoir neutralisé la Russie. Donc, ils ont accepté ça. On ne peut pas faire la guerre aux deux en même temps, la Russie et la Chine. C'est pas possible. Donc, ils auraient voulu découpler les deux. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher, ouais. Ça je peux vous le dire. Hein. Les Russes et les Chinois ne feront pas l'erreur de la rupture du pacte de non-agression germano-soviétique entre l'Allemagne et la Russie. Non, ils savent ce que ça a donné, ils ne font pas cette erreur-là. Jean-Claude. Oui, c'est ça. Donc, à l'intérieur des États-Unis, ce que je disais, c'est que, bon, Capitaine Place a raison. Ce qui est l'enjeu, c'est le statut du dollar comme monnaie de réserve. Ça, c'est évident. C'est l'instrument de domination numéro 1 de l'Empire. Mais sauf qu'il y a une divergence dans la stratégie aux États-Unis et dans le cas de la RAND, qui est le porte-voix politique du Pentagone, le dernier rapport, c'est éviter une longue guerre parce que ils ont, disons, ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser comme bénéfice et aller plus loin, là, ça serait différent. Mais ce qu'ils ne savent pas, et eux, c'est pour ça qu'ils ont cadré la dynamique politique pour amener à l'écran la négociation. Et la position de la France, c'est oui, négociation, mais entre-temps, on va fournir un peu d'armes à l'Ukraine pour que puisse se donner une position de négociation plus favorable que celle-là. Ça ne marchera pas, mais c'est ça. Et il leur reste quelques mois. C'est l'échéancier de la RAND Corporation. C'est ça, pour fermer le dossier. Ce qu'il semble ignorer, c'est que la Russie va aller, et je voulais en parler avec M. Gibelin, mais on n'avait pas tellement de temps, c'est que la Russie va pousser l'éclatement de l'OTAN. Et donc, la Russie, pour sa sécurité, ne peut pas avoir un conflit gelé ou une négociation où, selon la proposition de Macron, l'Ukraine pourrait s'armer pour se défendre éventuellement. Alors ça nous amènerait à, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, une rebelote de la situation actuelle, et la Russie ne va pas tolérer ça. La Russie, tous les petits pays autour doivent avoir la politique de leur géographie et donc ils doivent être neutralisés. Et la menace de l'OTAN près de la Russie doit être neutralisée. Et donc, c'était pour ça que la position d'Orban, à savoir écarter les Américains de l'équation sur l'architecture de sécurité européenne, ça, c'était une question, tu comprends? Est-ce qu'il va pouvoir tenir cette posture-là le 23 mars à la rencontre? Ça, c'est à surveiller, hein? Voilà. Oui, bien sûr, mais je voudrais quand même insister sur un point, c'est que aujourd'hui, les Russes n'ont aucune raison de faire confiance à qui que ce soit en matière de négociation. Ils ont appris, ils s'en doutaient, et ils l'avaient très bien compris, que les accords de Minsk avaient été un leurre, qu'ils avaient permis de gagner du temps. Et si on regarde dans l'histoire, on n'a jamais vu les Anglais, alors quand je dis les Anglais, c'est un terme générique qui englobe les Américains, on
n'a jamais vu les Anglais négocier. Ça n'existe pas dans l'histoire. On n'a jamais. Je défie quiconque de me donner un exemple où ils ont négocié quoi que ce soit. Les Anglais ne négocient pas. Soit ils sont en position de force et ils exigent une capitulation sans condition, hein, soit ils peuvent se retirer momentanément, ils reprennent le combat 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Hein, mais c'est ça. Là, et ils se débrouillent. Oui. Ils se débrouillent toujours pour faire capoter les négociations. Et dans les accords de Minsk, c'est encore pire, parce que bien sûr, ils ont simulé une négociation qui a permis d'armer l'Ukraine. Là, à mon avis, ils sont en train de voir que la Russie est ferme dans ses positions, qu'elle est en train d'avaler complètement l'armée ukrainienne. Les Russes n'avancent pas parce que leur ligne de front est un hachoir, c'est le Verdun, Artyomovsk que les Ukrainiens appellent Bakhmut, c'est le Verdun de cette guerre. Et donc, ils sont en train d'engloutir toutes les forces vives, en tout cas humaines, de l'Ukraine. Il restera bientôt plus rien. Aujourd'hui, il y a tout un tas de mercenaires qui viennent serrer les rangs avec les Ukrainiens. Donc, c'est déjà plus des Ukrainiens qui se battent, ou alors ils sont soit de plus en plus jeunes, soit de plus en plus vieux, ou ils sont pas très volontaires. On voit qu'ils sont obligés d'aller rafler les gens pour les envoyer au combat. Donc, clairement, les Russes n'ont pas intérêt à avancer, à allonger leur communication, tenir un front plus large, etc. Ça ne les intéresse pas. Pour l'instant, ils sont en train d'avaler complètement l'armée ukrainienne. Et dans ces conditions-là, tous les stratèges américains le comprennent, hein, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que nous, hein, au contraire. Hein, donc, ils ont compris que là, c'est la Russie qui gagne des délais. Et donc, il leur faut maintenant gagner des délais. Et comme ils ont toujours fait, ils l'ont fait avec les Indiens d'Amérique, ils l'ont fait avec tout le monde, ils vont simuler une négociation. Moi, c'est mon point de vue, hein, je peux me tromper, mais ils vont simuler une négociation pour gagner du temps. Après, si la situation économique et financière ou monétaire des États-Unis s'effondre, s'ils sont, comme je le pense, au bord d'une faillite totale, hein, qui peut survenir à tout moment, eh bien là, ils peuvent aller jusqu'à la dernière extrémité. C'est malheureux à dire, mais je relisais à l'un de mes amis des analyses que j'ai fait il y a 10 ans ou plus. Je n'ai pas fait une seule erreur. J'ai fait un sans faute, total. Les textes, ils sont en ligne, hein, les textes. Hein. Mes textes sont en ligne. Hein. Donc vous allez sur geopolitica.ru, vous lisez ce que j'ai écrit quand premier forum de Chisinau. Il n'y a pas une ligne à enlever, il n'y a pas une virgule à enlever. D'accord ? Merci. Donc, malheureusement, je ne me suis pas trompé. Et je dis bien malheureusement, j'aimerais pouvoir me tromper, mais malheureusement, je ne me suis pas trompé parce que j'applique tout simplement une méthodologie. Ma méthodologie, c'est un mode de raisonnement, en fait. Hein. C'est un mode de. Et cette méthodologie, c'est une recette de cuisine, en fait. C'est comme quand on sait qu'il faut mettre de la levure dans la pâte pour que le pain y gonfle. Eh ben, c'est la même chose. J'applique une méthodologie. Ma méthodologie, elle est totalement, elle est dénuée de tout pathos. Hein. Je suis pas dans l'affect. J'applique une méthodologie et jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Je le déplore. Hein. Je voudrais pouvoir rêver. Hein. Je voudrais pouvoir rêver, hein, bien sûr. Mais je vois qu'on a des gens, on a une poignée en fait, non, une poignée de milliardaires qui ne veulent pas que leur fortune se transforme en billet de Monopoly. Ces gens-là ont les moyens de leur politique et ils iront jusqu'au bout. Merci, capitaine. Pour conclure, vraiment conclure, Jean-Claude. Bon, mais c'est ça, regarde. Moi, je pense que le document qui a été déposé à la mi-décembre par la Russie pour l'architecture de sécurité européenne, un à l'OTAN et l'autre aux Américains, c'est un acte de reddition qui est demandé par la Russie et la Russie ne va pas négocier rien d'autre que la reddition. Voilà. Merci, messieurs. Merci pour tout. Merci. Je suis d'accord. Oui, hein? Donc, c'est à surveiller. Ils n'ont plus aucune raison de nous faire confiance. C'est la phrase de Poutine à Angela Merkel. Angela Merkel demande à Vladimir Poutine, après avoir quitté ses fonctions, ou au moment où elle les quittait, elle lui pose la question, quelle a été votre plus grande erreur? Et la réponse de Vladimir Poutine, c'est de vous avoir fait confiance. Ça dit tout. Merci.
Merci tout le monde, ça conclut. Voilà, donc c'était la fin. Merci à Thibaut Gibelin, merci à Jean-Claude et à vous, merci capitaine. Thibaut, merci beaucoup. Voilà, merci. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.